Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Il y a encombrement dans les centres de dépistage. Des décisions politiques ont été prises aujourd'hui. On pourrait les résumer par « Si vous n'avez pas de symptômes, ne venez pas ». On fera le point en direct avec Laurent Rare. On est loin des applaudissements à 20h pour rendre hommage au personnel hospitalier. Vous le verrez, il y a parfois de la tension. Les visiteurs ou les malades ne sont pas toujours très respectueux. On fera le point, entre autres, là-dessus avec Jean-Michel Ougardi, médecin et directeur de l'hôpital Erasme. Après l'assassinat d'un professeur en France par un terroriste islamiste, chez nous aussi, plus que jamais, des professeurs se battent en faveur de la liberté d'expression. Le procès des terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo se poursuit à Paris. 2 Belges sont aussi jugés aujourd'hui et demain. Compte rendu d'audience en direct avec Laurent Vandenberg. La Belgique pourrait accueillir un mondial de football féminin et nous découvrirons la Belge qui est l'une des chevilles ouvrières de ce mondial. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La situation concernant l'épidémie de coronavirus reste très inquiétante chez nous en Belgique. Le centre de crise a analysé une nouvelle fois les derniers chiffres. On va entendre Ivan Natem. Écoutez. Tout ce qui est, quel que soit l'impact des mesures, plus ou moins réelles, impact rapide, on aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin de ce mois. Grâce aux mesures et en espérant effectivement leur impact rapide dans les 10 à 15 jours, on devrait pouvoir éviter la projection mathématique des 2000 patients à la mi-novembre, parce que si on l'atteignait, on serait là au niveau maximal du lit de soins intensifs qui sont prévus pour les patients Covid. Voilà. Les asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui peuvent communiquer la maladie, sont parfois découragés pour aller dans un centre de testing. Et à Liège, on leur propose même maintenant de ne plus s'y rendre et de rester chez eux en quarantaine. Reportage, Marie Bourguignon. Depuis mercredi dernier, le mot d'ordre est clair. Seules les personnes asymptomatiques peuvent se présenter au centre de dépistage du CHU de Liège. Les équipes avaient pris cette décision suite à la saturation du laboratoire. On a cessé de tester les asymptomatiques parce qu'on était en fait débordés. Comme les autres laboratoires de la région, on avait 3 à 4 jours de retard dans le rendu des résultats. Ça n'a pas de sens de rendre un résultat 3 à 4 jours après. L'idée était ainsi de diminuer le nombre de tests au laboratoire pour pouvoir fournir un résultat au test Covid en moins de 24 heures, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Désormais, ici comme ailleurs, les personnes asymptomatiques devront suivre les consignes données par leur médecin. Si on est asymptomatique, il n'y a pas de raison de se tester, sauf si on a eu un contact à haut risque avec quelqu'un qui a été confirmé positif. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de test, il faut, dans ce cas-là, rester en quarantaine, c'est-à-dire au moins 7 jours à la maison en isolement, et puis avec ensuite des mesures, port du masque obligatoire pendant les 7 prochains jours. Au CHU de Liège, on estime que les tests salivaires, en plus des tests PCR classiques, pourraient permettre de tester à nouveau tout le monde. Mais pour ça, il faudra qu'ils soient validés par le gouvernement qui n'a pas encore accepté de les rembourser. Si on a des formules alternatives qui sont reconnues dans le fédéral comme un outil de dépistage et de tracing, ça pourra venir après la crise aiguë, parce que pour le moment, l'épidémie est tellement large qu'on n'a plus le temps de faire du tracing. Et donc, on doit garder notre personnel pour les tests nasopharyngés dans le cadre de l'hospitalisation. La question des tests alternatifs devrait être revue prochainement. En attendant, seules les personnes qui présentent des symptômes seront désormais testées. Et en raison aussi d'une pénurie de matières premières de réactifs, le groupe hospitalier Jolimont se trouve contraint de suspendre temporairement la prise de rendez-vous en ligne, pourtant obligatoire pour ces centres de dépistage Covid de Nivelles et de Braine-l'Alleud. Le reportage sur place, bien sûr, de Daniel Velter. Débordés et pourtant quasi à l'arrêt. Depuis ce lundi, 2 centres de dépistage des hôpitaux du groupe Jolimont ont décidé de limiter leurs tests. Ceux de Nivelles et de Tubize, on a effectivement arrêté la prise de rendez-vous de manière à diminuer le nombre de frottis parce que nous ne pouvons plus traiter ici dans notre laboratoire pour l'instant un nombre suffisant de frottis que pour répondre à la demande. En cause, le manque de matières premières, le fameux réactif d'extraction nécessaire pour réaliser les tests commence à manquer. Le fournisseur de réactifs est à Taïwan et il y a un lot qui n'a pas passé les contrôles de qualité de sortie de production. Et donc il y a vraisemblablement 10 000 plaques, donc de quoi faire
1 million de tests qui ne passent pas le contrôle de qualité, ne pourront donc pas être livrés comme prévu et donc ils doivent mettre en production le lot suivant et c'est ça qui va prendre sans doute 15 jours, 3 semaines avant d'être livré. Le problème, c'est que le lot attendu était le matelas de sécurité des hôpitaux Jolimont qui devait leur permettre de tenir 3 mois au rythme d'1 millier de tests par jour. Or aujourd'hui, difficile de changer de fournisseur car c'est le même qui a fourni les machines qui traitent les réactifs. Ce sont ces 2 machines-là qui font les extractions. On les a achetées en avril, mai, juin, au moment où il y avait une pénurie mondiale. Et donc ce fournisseur-là était là et disponible sur le marché. Donc on a sauté sur cette occasion-là. Alors, dans l'attente de nouveaux réactifs, les hôpitaux du groupe Jolimont donneront la priorité à leurs propres patients et aux personnes symptomatiques. Et nouvelle réunion aujourd'hui en vidéoconférence des différents ministres de la Santé du pays. Alors Laurent Rare, la solution pour améliorer le dépistage et le traçage tient apparemment ce soir en 3 axes, Laurent. Oui, 3 mesures sont prises pour soulager les centres de tests comme celui devant lequel je me trouve ici à Etterbeek en région bruxelloise. Tout d'abord, les personnes asymptomatiques ne devront plus se faire tester. Autrement dit, si vous avez été en contact avec un cas positif mais que vous ne développez pas de symptômes, eh bien vous devez vous mettre en quarantaine sans vous faire tester. L'idée est de garder les tests pour les personnes malades, les personnes prioritaires. Plus de tests également pour les voyageurs qui reviennent de zones rouges mais qui n'ont pas de symptômes. Autre mesure décidée, renforcer le personnel dans les centres de tests. Il y a actuellement des médecins, des infirmières. Il y aura désormais également des sages-femmes, des logopèdes, des puériculteurs ou encore des étudiants en médecine pour faire passer ce genre de tests. Toutes ces mesures seront d'application jusqu'au 15 novembre. Le temps pour les laboratoires d'obtenir des machines pour faire plus de tests Covid-19. Et puis, en revanche, eh bien, les tests alternatifs comme le test salivaire, lui, n'est pas validé. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre fédéral de la Santé, Frank Van den Broek, et la ministre wallonne de la Santé, Christy Moréal. En 10 jours, la Belgique est passée de 30 000 à 70 000 tests. On sent qu'il y a des besoins eu égard à la contamination qui pourraient passer à 100 000. Pour pouvoir le faire, il faut attendre que les machines arrivent. Et donc en attendant, plutôt que d'organiser des files qui durent et de créer finalement la cohue, on a décidé de calmer le jeu, de prioriser, de réorganiser. 15 novembre, on reverra les priorités pour pouvoir les élargir et on va développer aussi des tests alternatifs. Lancer cela est une décision délicate, pas du tout évidente et ce n'est vraiment pas pour les semaines à venir. Je veux être clair et net là-dessus. Pourquoi ? 1, il faut d'abord être sûr de la validité de ces tests. Deuxième question, où est-ce qu'on va de façon prioritaire les utiliser ? Comment est-ce qu'on va lier les résultats de ces tests avec les systèmes informatiques? Comment est-ce qu'on va organiser, disons, toute l'infrastructure et la logistique? Comment éduquer les gens? Donc, c'est vraiment... Allez, il y a un enchaînement de décisions complexes, de recherches et de décisions. Donc, ça va demander des semaines. Voilà, et vous pouvez, merci Laurent, et vous pouvez retrouver le ministre de la Santé sur la 3 dans l'émission d'Arnaud Rossen, c'est à 20h30. On est loin aujourd'hui des applaudissements à 20h en faveur du personnel hospitalier. Celui-ci a même le sentiment de se battre sans le soutien de la population. Des hôpitaux doivent même gérer les comportements de patients et de visiteurs qui ne respectent pas toujours les mesures sanitaires. Reportage Guillaume Wolf à Charleroi. Nicolas attend dehors. Il accompagnait sa femme en consultation dans cet hôpital Carolo. Sauf que les consultations se font sans accompagnant. Il a été refoulé par la sécurité. Moi, j'ai pas de problème. De toute façon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut suivre pour essayer d'avoir le moins possible des malades. La sécurité doit rappeler les règles plusieurs fois par jour. Visite interdite, consultation sans accompagnant. Et depuis quelques jours, ces règles créent de la tension. Beaucoup de montées de tension, beaucoup de mots, des menaces parfois. On est plutôt dans l'égoïsme. J'ai vu des gens qui trouvaient les mesures très bien dans la file d'attente. À partir du moment donné, on leur dit de séparer leur conjoint et d'accepter juste la personne qui vient recevoir les soins. Ils ne sont plus d'accord. Voilà, donc je pense que c'est chacun pour soi. Les mesures, c'est bien pour les autres, mais si je les applique à moi, ça commence à devenir difficile.
Un non-respect des mesures et une agressivité envers le personnel hospitalier qui surprend l'hôpital. L'hôpital qui se demande où est passé le temps des applaudissements à 20h. Ici, des applaudissements, on est passé aux insultes, parfois à l'agressivité verbale. Les gens sont un peu moins enclins à respecter les règles. Simplement, parfois le port du masque au sein de l'hôpital est une complication pour certains. Ça reste une minorité de la population, mais pour le personnel soignant, ça reste des personnes qu'il faut gérer et qu'on n'a pas le temps de gérer pour l'instant, clairement. L'ISPPC veut retrouver l'adhésion de la population autour de ces règles. Il en a fait une affiche « Nous nous battons, mais pas contre vous », histoire de bien rappeler pourquoi ces mesures sont prises. C'est vraiment pas de gaieté de cœur si on le fait, hein. C'est parce qu'on essaie de limiter la propagation du virus en interne de l'hôpital pour notre personnel et pour nos patients. On a constaté par exemple que lors des visites, certains visiteurs enlevaient leur masque dans la chambre une fois qu'ils étaient avec leurs proches et qu'ils étaient à moins d'1,50 m. Donc ça devenait dangereux pour tout le service finalement, pour tout l'hôpital. Ne pas surcharger les hôpitaux est redevenu l'enjeu majeur. La Belgique compte en ce moment près de 2500 personnes hospitalisées pour Covid-19. C'est 3 fois plus que lorsque le confinement avait été décidé à la mi-mars. Ce matin, à Boudner, les infirmières et infirmiers d'Erasme ont décidé d'exprimer leur colère. Une centaine de membres du personnel se sont donc rassemblés devant l'hôpital pour tenter de se faire entendre. Manque de moyens et de bras, disent-ils. Ils sont si épuisés et craignent de ne pas tenir le coup pour affronter cette deuxième vague. Avec nous sur ce plateau dans le JT, Jean-Michel Ougardi, médecin et directeur de l'hôpital Erasme. Merci d'être là. On vient de le voir sur ces images. Votre personnel, et c'est vrai aussi dans les autres hôpitaux, est fatigué. Alors comment, en tant que patron d'hôpital, vous pouvez gérer cette fatigue pour que le patient ne soit pas pénalisé? Tout d'abord, je pense qu'il faut souligner que nos professionnels sont des réels professionnels de la santé qui font attention à la prise de risque et à la sécurité de nos patients. Je pense qu'aussi, il est important de les ménager parce qu'on s'inscrit dans un effort qui va durer dans la longueur et que de fait, on n'en veut pas entendre par exemple, entendre parler de réquisition. Il est important qu'ils puissent prendre leur congé et aussi, par exemple, travailler dans des unités Covid ne peut se faire que sur base volontaire. Vous n'êtes pas encore en manque de personnel? Actuellement, nous ne sommes pas en manque de personnel. Ça dépend puisque nous devons quand même encadrer toute une série de lits et que parfois, il n'est pas possible d'encadrer un maximum de lits comme on le voudrait. Et donc, la pénurie est quand même relative. Justement, pour parler des lits, à Liège, par exemple, les hôpitaux sont surchargés, les hôpitaux l'ont dit. Est-ce que c'est le cas chez vous, à Erasme, en soins intensifs? Donc, nos soins intensifs sont tout à fait saturés. Nous n'avons pas de lits disponibles. La moitié de nos Comment est-ce qu'on fait, alors, pour nos téléspectateurs, pour expliquer, quand vous dites que les soins intensifs sont saturés, et s'il y a encore une personne, 2 personnes qui doivent aller en soins intensifs? Bien, effectivement, dans ces situations-là, on doit trouver de la place, éventuellement déplacer un patient qui a besoin de moins de soins ou d'intensité de soins pour le mettre dans des secteurs où on peut offrir les soins dont il a besoin pour pouvoir libérer une place. Ce sont des situations extrêmement complexes à gérer, vous pouvez vous en douter. C'est ce qui s'appelle faire un choix. Ça peut revenir à faire des choix. Alors, ne faudrait-il pas, à un certain moment, pour une meilleure gestion des lits, ma question est peut-être naïve, mais que les différents réseaux hospitaliers collaborent, j'ai envie de dire, collaborent enfin ensemble? Donc c'est une évidence, et effectivement, la collaboration interhospitalière, la possibilité de faire des transferts entre les hôpitaux est une situation qui devient aujourd'hui extrêmement vitale pour pouvoir... Il y a encore des réticences? En tout cas, nous avons eu des essais de transfert la semaine dernière et effectivement, ça a été des situations très compliquées, parfois avec des transferts qui ne se font pas ou des transferts qui durent très longtemps pour se faire. Transfert du côté francophone vers le côté néerlandophone ou entre réseaux? Je parle de toutes les régions, que ce soit vers le nord du pays ou vers le sud du pays. Les transferts ont été très compliqués ces derniers temps. Manque de solidarité alors? Je pense qu'il faut intégrer là-dedans aussi la réalité des autres hôpitaux et que j'appelle là plutôt à une autorité fédérale de pouvoir réguler ces transferts avec une vision extrêmement large sur les capacités des différents hôpitaux. Je peux comprendre que certains hôpitaux qui sont eux-mêmes saturés ne soient pas capables de prendre le transfert. Jean-Michel Ougardi, je le rappelle, vous êtes le patron d'Erasme. Je vais aussi demander l'avis aux professionnels que vous êtes. On a l'impression, pour l'instant, qu'on entend peu parler d'un hôpital dont on parle parfois régulièrement, c'est l'hôpital militaire. Il y a une raison ? Donc, l'hôpital militaire a été présenté comme étant un potentiel endroit où on pouvait éventuellement transférer des patients Covid et concentrer là les patients Covid. Je rappelle que l'hôpital militaire a aussi ses propres missions, notamment dans les soins des grands brûlés. Donc, et ça reviendrait à être confronté à la même problématique que nous, c'est-à-dire de pouvoir trouver des infirmiers que nous avons du mal à trouver nous-mêmes. Donc, je me demande comment ce sera possible. Une toute dernière question. On aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a dit Ivan Natem tout à l'heure. Est-ce que vous, ou est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on est prêt à affronter ce chiffre ?
Je pense que ça va être extrêmement difficile d'affronter ce chiffre. Aujourd'hui, nous avons 75% de notre capacité des soins intensifs qui va être dédiée au Covid. Ça veut dire qu'il nous laisse, on a 6 places supplémentaires pour pouvoir consacrer des lits à des patients Covid en plus, ce qui, à mon avis, au vu de nos statistiques actuelles, va compliquer réellement la situation la semaine prochaine. Vous n'êtes pas très rassurant. Non. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci en tout cas à vous. Servir ceux qui sont dans le besoin, c'est un peu comme cela que l'on pourrait résumer l'action de certains restaurants. Ils sont donc obligés de fermer, vous le savez, pendant un mois. Et plutôt que de jeter une partie de leur stock, ils veulent en faire profiter ceux qui connaissent des difficultés. Une séquence de Jennifer Istas qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du journalisme constructif. Un journalisme qui tente entre autres d'apporter des bonnes nouvelles. On t'a fait à chaque fois des petits packages. Donc tu as tout ce qui est pâtes, tout ce qui est viande, tout ce qui est fruits et légumes. Absolument tout vient de sortir des chambres froides. On est encore bon au niveau de la chaîne du froid. Derrière toi, tu as encore énormément de salades, fruits, légumes, un petit peu de viande. C'est tout ce qu'il reste dans les frigos de ce restaurateur. Un stock d'aliments qu'il n'a pas pu écouler, même si depuis le confinement du mois de mars, il a appris à gérer ses stocks autrement. On a pris l'habitude de travailler en flux tendu et plus avec des stocks qui étaient à l'époque considérables. Nous avions l'habitude de rester ouverts 364 jours par an, ce qui maintenant n'est plus possible. Et donc on est obligé de diminuer les stocks, de passer des commandes 2 fois par semaine afin de limiter les dégâts en cas de fermeture comme on a aujourd'hui. Le restaurant ferme donc ses portes pour minimum 1 mois, mais pas de gaspillage. Direction le coffre de cette association qui redistribuera cette nourriture dès ce soir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui n'étaient pas dans le besoin avant, qui ont toujours réussi à s'en tirer et qui tout d'un coup aujourd'hui, je pense aux gens dans les artistes, les gens dans les événementiels ou autres, qui tout d'un coup ont le panier de la ménagère où il n'y a pratiquement plus rien à mettre dedans. Et donc si on peut redistribuer ce que l'on prend de manière très discrète, alors c'est fantastique. Ce jeune établissement, lui, ne pouvait pas envisager de fermer une nouvelle fois. Il continue donc à proposer des plats à emporter. On a envie que ça fonctionne, en tout cas, pas juste pour nous, mais pour nos équipes aussi. Voilà, on n'a pas envie qu'ils perdent leur job, donc on va tout faire, tous ensemble, avec l'équipe, pour s'en sortir. Pour être sûr de ne pas gaspiller de la nourriture à l'approche de la fermeture, les restes sont proposés sous forme de paniers à moindre prix. C'est pas toujours le même panier. Aujourd'hui, ça peut être avec du riz, avec du poulet, et demain, peut-être qu'on va vendre moins le saumon, et donc ça sera le saumon demain. Donc c'est vraiment en fonction de ce que nous allons devoir jeter le jour même. Une solution temporaire, le temps de voir s'il est possible de continuer à travailler, tout en continuant à aider. Des indépendants et des restaurateurs, des commerçants ont entamé une action en justice contre ce qu'ils appellent la fermeture forcée des cafés et des restaurants. Ils veulent ainsi, disent-ils, défendre une série de commerces. On écoute un des représentants de ce mouvement. On a encore une fois de plus l'impression d'être pris comme le mauvais élève de la classe et d'être puni et d'avoir ces impositions de fermeture. D'où le fait d'avoir pris contact avec le cabinet de maître Molders-Pierre ici à Liège pour intenter 2 actions en justice. La première qui sera une instance en extrême urgence au Conseil d'État pour faire annuler ces mesures comme ça a été le cas en France, en Allemagne mais aussi en Espagne. Et la deuxième au tribunal de première instance pour demander des dommages aux fermetures antérieures et actuelles. Et justement, à ce propos, le tribunal de Berlin a annulé les restrictions nocturnes qui visent les bars et les restaurants. On retrouve notre correspondant sur place, David Philippot, à Berlin. David, on ne parle pas de couvre-feu, mais de fermeture administrative. Et elle est jugée disproportionnée, David, par la population. Effectivement, contrairement au couvre-feu, les Berlinois ont le droit de sortir la nuit, mais ce sont donc les restaurants et les bars qui devaient fermer à une certaine heure, sauf que les juges en ont donc décidé autrement. Selon ce jugement, les autorités n'ont pas apporté la preuve que les gens se contaminent davantage entre 23h et 6h du matin, et surtout, elles n'apportent pas la preuve que les bars et les cafés sont de gros foyers de contamination. Les juges du tribunal administratif se sont appuyés sur une étude scientifique selon laquelle les établissements Horeca arrivent au classement loin derrière les fêtes privées et les maisons de retraite. Et cette fermeture administrative pouvait donc arriver exactement à l'inverse de l'objectif affiché, c'est-à-dire pousser les gens à se rassembler chez eux pour continuer la fête. Pour résumer, c'était donc une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce pour ces 11 établissements. Du coup, d'autres restaurants, d'autres bars portent plainte
à Berlin et dans le reste du pays, ce qui ajoute à la confusion ambiante. D'un côté, vous avez Angela Merkel qui dit aux Allemands « restez chez vous ». De l'autre, on a appris aujourd'hui que les marchés de Noël ont eu l'autorisation officielle d'ouvrir leurs portes ici à Berlin. Merci David. Et puis un autre confinement total, il va débuter vendredi pour s'achever le 9 novembre au Pays de Galles, où seules les entreprises dont l'activité est indispensable pourront continuer à exercer. Les magasins non essentiels ainsi que les lieux de culte seront fermés pendant cette période. À suivre dans ce journal, en France, l'enquête continue. Après la décapitation d'un professeur par un terroriste islamiste, des hommages ont été rendus en l'honneur de ce professeur. Une enquête RTBF sur les agissements d'un chef de police dans la région bruxelloise. Son comportement pose beaucoup de questions. Et puis une page un peu fantastique avec le maître des corbeaux dans la Tour de Londres. Je ne vous en dis pas plus. Le professeur assassiné en France par un islamiste a ému toute la population dans l'Hexagone, mais pas uniquement. Chez nous aussi, le corps professoral s'indigne. La liberté d'expression fait partie du programme scolaire en Belgique. Il est important de continuer à en discuter. Vous allez le voir. Reportage Thierry Van Gulik, Clémence Datte. C'est un cours un peu particulier, suite aux événements tragiques qui se sont déroulés en France, où un de mes collègues a été assassiné. Aujourd'hui, le cours d'histoire de cette classe de réto est remplacé par une discussion franche et ouverte. Le but est de montrer ô combien nos différences, si elles existent, et heureusement qu'elles existent, peuvent être surpassées par ce qui nous rapproche. Pendant plus de 40 minutes, les élèves ont exprimé leurs ressentis, leur indignation parfois. Moi, en tant que musulman, je trouve que ce qu'il a fait au nom de la religion est très triste, car la religion, elle dit pas de faire ça. Et je trouve que ça donne une mauvaise image de la religion. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, surtout au cours d'histoire, je pense que la liberté d'expression a une grande place. La liberté d'expression fait en effet partie du programme scolaire de ces élèves. Et le drame de Conflans-Sainte-Honorine n'y changera rien. Ce professeur d'histoire continuera à aborder les sujets qui font débat. Je n'ai pas peur, je suis d'autant plus... je viens avec encore plus d'envie, plus de force pour de nouveau enseigner, parce que je crois fondamentalement que ces valeurs nous permettent tout simplement de vivre en paix. Pour cet autre professeur d'une école d'Anderlecht, la liberté d'expression est fondamentale, mais le sujet de la religion reste particulièrement sensible. Je suis professeur, je peux pas m'exprimer simplement comme ça en disant tout et n'importe quoi. Donc oui, je suis prudent. Et je suis prudent aussi dans le respect des religions, oui. Parce que je sais qu'ils seront extrêmement touchés si on se permet de critiquer leur foi, leur pensée. C'est pourquoi cet enseignant, tout comme l'autre, a choisi de parler du blasphème sans montrer de caricature dans ses cours. Des professeurs confrontés aux remises en question des élèves, amplifiés par des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place. Et plusieurs cérémonies d'hommage se sont d'ailleurs déroulées aujourd'hui en France en l'honneur du professeur Samuel Paty, décapité pour avoir montré, vous le savez, à ses élèves des caricatures de Mahomet. L'enquête, elle avance vite. Esmeralda Labi. L'émotion n'est pas retombée. Les hommages et les minutes de silence se multiplient. Cet après-midi, ce sont les imams de France qui ont tenu à saluer la mémoire de Samuel Paty, tué pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression. L'enseignant, c'est un prophète parce qu'il enseigne. Il transmet des messages. Tellement on vous aime, on confie nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants qui peuvent décapiter des profs. Ce ne sont pas nos enfants qui ne respectent pas nos profs. Ce ne sont pas des enfants de confession musulmane qui commettent des crimes et qui ne respectent pas l'école de la République. Grâce à ça, on vous le demande pardon parce qu'il a été décapité au nom de notre religion. Ce matin, de nombreuses opérations de police ont été lancées dans l'Hexagone contre des dizaines d'individus évoluant dans la mouvance islamiste. 80 enquêtes pour haine en ligne ont été ouvertes. 51 structures associatives comme celle-ci, recevant des aides d'État et des déductions fiscales, sont dans le viseur des enquêteurs. Pas de répit pour les ennemis de la République, annonce le ministre de l'Intérieur. Je suis d'accord avec cette idée qu'il y a des commanditaires par la haine des réseaux sociaux. Vous savez, ce qui est très marquant dans cette histoire, c'est qu'en fait, on voit bien que comment l'islam politique se joint à l'islam radical pour finalement mener au terrorisme.
Selon certains médias français, le terroriste serait arrivé devant le collège avec plusieurs centaines d'euros en poche. Il aurait abordé des étudiants, leur aurait proposé de l'argent en échange d'informations sur l'enseignant. Ce soir, 15 personnes, dont 4 collégiens, sont en garde à vue. L'un des individus arrêtés a déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Et alors que le Premier ministre français promet des mesures contre l'islamisme radical, le procès des attentats Charlie Hebdo se poursuit. Un hommage a d'ailleurs été rendu au professeur assassiné. On écoute l'avocat de Charlie Hebdo. Ils s'en prennent à tous les fondements de la République et à tout le monde. Ils ont tué des juifs, ils ont tué des musulmans, ils ont tué des chrétiens, ils tuent tout le monde. Ils, ce sont les fanatiques islamistes, ce sont les fascistes islamistes. Et ils sont les ennemis d'abord des musulmans de ce pays, des millions de musulmans de ce pays qui cherchent à vivre paisiblement en respectant les lois de la République, mais ils ne l'ont pas fait seuls. Ils sont quelques milliers, ils sont quelques dizaines de milliers. Ils n'ont pu prospérer que grâce à cette arme de destruction massive de notre République que sont les accusations d'islamophobie constante, que sont la culpabilisation, la victimisation constante. Voilà, les 2 Belges accusés dans ce procès sont entendus aujourd'hui et demain. Laurent Vandenberg, est-ce qu'on peut dire que le premier homme entendu aujourd'hui, le premier Belge, aujourd'hui a nié toute participation, Laurent ? Exactement, Metin Karasouler, un Carolo, a été interrogé pendant de nombreuses heures et nie avec force toute vente d'armes à des terroristes. Il dit pendant l'audience « J'ai eu des armes mais je n'ai jamais tiré, je n'ai jamais vu de Kalachnikov et je ne sais pas ce qu'est un détonateur ». Sur les terroristes, il se montre très virulent en disant qu'il ne les aime pas, qu'ils crèvent. Il disait aussi que ce sont des chiens qu'il faudrait piquer. Ce sont ses mots. Toute la journée, sa défense et ses propos ont été parfois confus sur les chiffres, les dates, ses propres auditions également. Il reconnaît également avoir menti pour charger certains co-accusé, il a finalement amené très peu d'éléments neufs. Alors pendant cette journée d'interrogatoire, Karasouler a dû s'exprimer finalement sur des perquisitions et des notes manuscrites qui ont été retrouvées dans son garage et à son domicile, des notes manuscrites sur lesquelles on voit le nom d'armes et leur prix, et notamment aussi des renseignements sur du prix de C4 et des balles Kalachnikov. Pour lui, ces listes sont soit anciennes, soit il ne les connaît pas. Alors l'accusé, pendant ce début de journée, a dit que ce n'était pas un homme parfait, mais tuer des innocents, il ne mange pas de ce pain-là. Pour son avocat, Maître Bouchat, aucun lien entre le groupe terroriste et son client. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, vous avez entendu une question précise permettant de relier Karasouler, une question portant sur un fait et permettant de relier Karasouler, par exemple, à la fourniture d'une arme aux frères Kouachi. Koulibaly, on a déjà la réponse, puisque nous avons des expertises en balistique qui ont permis de retracer. Mais les Kouachi, grand point d'interrogation. On essaye et on tente de laisser sous-entendre que ça pourrait être possible. Merci Laurent. Et chez nous, un haut gradé de la police bruxelloise soupçonné de détournement d'argent public. Il s'agit en fait du numéro 3 de la zone de Bruxelles-Nord qui couvre les communes d'Evere, Schaerbeek et Saint-Josse. Il est question, entre autres, d'heures supplémentaires indûment perçues, de dépenses étranges et de notes de frais plutôt importantes. Une enquête RTBF signée Fabrice Gérard. Le Sénégal, ses plages de sable fin, sa capitale Dakar et son ancienne ville coloniale Saint-Louis. Un pays a priori fort éloigné des préoccupations d'une zone de police bruxelloise. Et pourtant, au mois de mars dernier, le numéro 3 de la police Bruxelles-Nord, le commissaire Benoît Blancpain, se rend sur place. 6 jours de voyage et des frais de déplacement dénoncés par plusieurs dizaines de policiers de la zone, notamment le billet d'avion. Quand on a appris le luxe, l'opulence de cette opération, le prix du billet, 2 500 €, un vol avec un menu préparé par un chef étoilé. Et puis il y a les frais sur place, dont 6 nuits d'hôtel dans cette modeste auberge de Dakar. Coût du séjour, 1 006 € pour lequel le policier n'a pas dû fournir de facture. Contacté par nos soins, le commissaire Blancpain nous renvoie vers la porte-parole de la zone. Elle n'était pas nécessaire dans le dossier, dans les pièces qu'on devait remettre au collège de police pour avoir le remboursement. Mais ici, vu votre question, nous avons demandé à l'agence de voyage, à cette société d'hébergement, de nous soumettre en particulier ce détail de la facture afin de pouvoir vous la transmettre. Face à nos questions, la zone finit par nous fournir 2 factures. Celle d'un tour opérateur dont nous ne retrouvons pas la trace et il y a quelques jours, celle de l'hôtel où aurait séjourné le policier.
Avec le billet d'avion, le policier s'est donc fait rembourser la bagatelle de 4 000 € sur son compte personnel, malgré les dénégations de la zone. Ce monsieur n'a pas été remboursé, c'est vraiment comme il représente la zone, c'est la zone qui avance et qui paye les frais sur place. Et ici, en l'occurrence, non, il y a une pièce du collège, donc délibération du collège, pour rembourser ces frais-là. On récapitule. Pour un projet humanitaire au Sénégal, un commissaire de police se rend 6 jours sur place, prend un billet d'avion 2 fois plus cher qu'un billet normal et se fait rembourser des frais d'hébergement sans véritable justificatif. Mais ce n'est pas tout. Le numéro 3 de la zone de police serait également un grand consommateur d'heures supplémentaires. C'est ce que nous ont confié une quarantaine de policiers dont nous avons choisi de faire rejouer les témoignages pour les protéger. C'est la folie des grandeurs. Et le commissaire Blancpain, dans ce cadre-là, il prend tout pour lui. Il s'octroie des prestations hallucinantes. Selon moi, c'est de l'enrichissement illégal. C'est quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24, qui gagne plus de 2 000 € par mois d'heures supplémentaires et de garde qu'il ne preste pas, et c'est cautionné par l'état-major. Nous encodons nos heures dans un système qui s'appelle le système Gallo, donc c'est un système électronique. Nous pouvons encoder cela et puis après ça doit être validé par l'autorité, le supérieur hiérarchique. Et ici en l'occurrence pour cet officier, c'est le chef de corps. Une source bien informée nous a fait parvenir le tableau des heures supplémentaires du commissaire Benoît Blancpain pour ces 4 dernières années. Rien qu'en 2018, le policier a effectué plus de 6 000 heures supplémentaires et de garde à domicile pour un montant total de 45 000 €. Ce monsieur, il travaille beaucoup, non? Ce monsieur travaille beaucoup, effectivement. Il n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. L'on apprend par ailleurs qu'une enquête du comité P a été ouverte, qu'elle concerne une série d'autres dysfonctionnements présumés, dont du harcèlement au sein de la police Bruxelles-Nord. De là à remettre en question la légitimité de l'état-major. Je suis très sereine par rapport à ce rapport. Je maintiens ma confiance dans le chef de corps. Prochaine échéance demain soir avec un conseil de police qui risque d'être pour le moins animé. Et une rencontre un peu inhabituelle dans ce JT de l'ordre, on peut le dire, du fantastique avec un petit clin d'œil avec le maître des corbeaux de la Tour de Londres. Selon la légende, si tous les corbeaux venaient à quitter la tour, le royaume s'effondrerait et le pays serait prolongé dans le chaos. Quentin Warlop. À Londres, Chris Cave est un homme important. Cela fait 14 ans qu'il veille sur des corbeaux, les joyaux du royaume. So this is where I do the magic really for the ravens. This is my store. We have freezers here where I keep the food. Poussins, souris, tout ce qu'il faut pour les garder en forme. This would be a typical morning's food for the ravens. Parmi les corbeaux, voici Grip. Au total, ils sont 8. Chris veille sur eux, car d'après la légende qui date d'il y a 400 ans, la survie du Royaume-Uni en dépend. We have 6 ravens by royal decree. Should the ravens leave the Tower of London, it will crumble to dust and a great harm will befall the kingdom. Actually, I have 8 here. Presently, I have 2 spare just in case. So my job is making sure that they're healthy and looked after and they stay here at the Tower of London. Mais avec le coronavirus, sans visiteurs et donc avec moins de nourriture, la possibilité de les voir partir et donc de voir la légende se réaliser a fait craindre le pire à Chris. During that period of time, the ravens didn't actually see anybody during the lockdown period. And so there were slight changes that I noticed during that period of time. For instance, I had to keep them occupied because without the public being in, there were less things for them to do. So I gave them enrichment toys that would help them kind of enjoy their day. Chris l'avoue, il ne changerait de travail pour rien au monde. La Tour de Londres, elle, a rouvert ses portes, mais avec 10 fois moins de visiteurs que l'année dernière. Et en football féminin, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne vont déposer une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2027. Et vous allez le voir, il y a une cheville ouvrière, vous allez découvrir, et les Belges, Pascal Chimé. Ex-footballeuse de Division 1, sans jamais avoir été internationale, Catherine Jans est le visage du foot féminin à la Fédération belge. Sa mission, développer la discipline de la base à l'équipe nationale, en quelque sorte le job de ses rêves. La semaine passée, j'étais à 12 heures minimum par jour, mais je pense pas, il faut pas compter les heures, c'est quelque chose, c'est de la passion, c'est qu'est-ce qu'on aime, donc en fait je regarde pas les heures. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup à faire.
Une passion nécessaire car les objectifs sont importants, comme celui de doubler le nombre de joueuses d'ici 5 ans pour atteindre les 80 000 affiliés. La dynamique de l'organisation d'un événement planétaire pourrait largement y contribuer. Le foot féminin, c'est vraiment une priorité ici aussi en Belgique. Et si on pourrait avoir l'occasion d'avoir un tel tournoi, en fait le plus grand événement foot féminin qui existe dans le monde, si on peut donner cette opportunité aux petites filles et aux joueuses de la Belgique même, si proches à la maison, je pense que ce serait top. Petit poussé à l'échelle du football féminin, la Belgique n'a jamais accueilli de tournoi majeur. Elle s'entoure de ses puissants voisins au savoir-faire incontesté. L'Allemagne, double championne du monde, les Pays-Bas, champion d'Europe en titre. Un petit pays comme la Belgique, c'est très difficile pour le faire seul. Donc c'est une opportunité que là, on peut pas la rater. Et c'est super chouette de pouvoir travailler avec les Pays-Bas et l'Allemagne. 3 fédérations qui partagent l'ambition de donner un élan formidable à la discipline. La date d'attribution du mondial devrait intervenir en 2023. Voilà, c'est la fin de ce JT. Tout de suite, question en prime présentée par Sacha Daoud. Bonne soirée.